bien sur Ciné Radio Bourges et podcast Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler de Star Wars, notamment la série de Boba Fett qui s'appelle Le Livre de Boba Fett, qui est une série spin-off. Pour raconter rapidement l'histoire, Boba Fett, dans les premiers épisodes de Star Wars, c'est un chasseur de primes avec qui Luke a des problèmes et il finit avalé à la fin du Retour du Jedi, au milieu plutôt. Il se fait avaler par la scène où il y a le monstre enfoui dans les sables, qui n'est qu'une grosse bouche. Il y a plusieurs gardes qui tombent dedans et Boba Fett tombe dedans. Et le début de la série Boba Fett, le livre de Boba Fett, le tout début du premier épisode, il est dans l'estomac de la bête. Et on le voit ressortir à travers le sable, comme un zombie un peu. Et c'est là le commencement de la série, le livre de Boba Fett. Donc, encore une série avec énormément d'effets spéciaux. Et quand je dis énormément, c'est qu'il y a carrément la même somme d'effets spéciaux dans un film que dans une série qui dure que 1 heure. Le nombre de plans a vraiment augmenté. Nous avions eu 4000 plans pour la saison 1 de The Mandalorian, puis 5000 pour la saison 2, avec à chaque fois 8 épisodes. Cette fois, nous sommes montés à 5180 plans, mais pour 7 épisodes seulement. C'était monumental. À lui seul, le dernier épisode comptait 1400 plans VFX et il durait à peine 1 heure. C'est le volume d'effets visuels qu'on a d'ordinaire avec un blockbuster de 2 heures ou plus. Comme je vous disais, jamais nous avions été confrontés à un tel défi, et pour compliquer encore les choses, nous avons eu moins de temps que pour The Mandalorian. Ayant là, ILM était en charge de 2000 plans environ, ce qui est l'équivalent d'un film comme Avengers. Donc oui, effectivement, c'est comme si le budget effets spéciaux d'un long métrage était réduit à 1 heure, un épisode de série. Donc vous écoutez, bon, Disney, ils n'ont pas de problème d'argent, donc ils peuvent financer ce genre de série, et pour régaler les fans d'ailleurs, parce que elle est très bien comme série. Ils ont donc les prestataires effets spéciaux, c'était Image Engine, Hybrid, Ghost VFX, Important Looking, Pirate, ou encore la célèbre Lea VFX, spécialiste dans les effets de rajeunissement ou changement de tête, de visage. Et bien sûr, il y avait ILM, qui était la première société à s'occuper de ça. ILM qui, historiquement, je vous rappelle, a fait les effets spéciaux des premiers Star Wars en 1977. Et c'est pour ces films que ILM a été créé. Donc c'est un retour aux sources que de faire les effets spéciaux de la série, de l'univers qu'ils ont créé eux-mêmes. Alors, ils ont réutilisé le système Stagecraft, comme je vous en avais parlé. Donc, c'est qu'en fait, ils remplacent le fond bleu par un immense mur LED qui est relié à Unreal Engine, le moteur de jeu vidéo. Et ils prolongent et ils mettent des faux décors sur cet écran, ce qui permet d'une part d'être éclairé avec le bon éclairage et d'autre part de ne pas avoir à faire d'incrustation sur fond vert. C'est directement le fond qui est de bonne qualité, c'est en très haute définition, et c'est ça qu'on appelle le Stagecraft. Alors sur SFX, il pose la question: est-ce que vous avez continué à utiliser le système Stagecraft
qui avait été inauguré sur The Mandalorian. Oui, tout à fait. Nous l'utilisons de plus en plus, et ce qui est intéressant, c'est que nous imaginons constamment des nouvelles manières d'explorer et d'exploiter ces possibilités. Par exemple, sur la saison 2 de The Mandalorian, nous avions des plans où l'action démarrait dans un décor de studio, puis entrait dans le studio Stagecraft, qui le prolongeait le décor à l'aide de projections sur les murs LED. Ça donnait un plus grand sentiment d'espace. Cette fois, nous sommes allés beaucoup plus loin dans l'épisode 5, celui dans lequel arrive le Mandalorien. Il y a un plan continu de plusieurs minutes. Mando marche dans une rue, entre dans un ascenseur transparent, ressort dans un bar, rencontre un client et retourne l'ascenseur et redescend dans la rue. Le tout sans coupure. Le plan entier a été filmé dans un stagecraft. À l'image, on a l'impression que Mando passe d'un décor à l'autre, alors qu'en fait, l'acteur Pedro Pascal n'a pas quitté l'espace du studio LED, c'est le décor projeté autour de lui qui change en permanence, ce qui donne l'impression que le personnage se déplace. Vous voulez dire que la vue depuis l'ascenseur qui s'élève au-dessus des toits est une projection ? Oui, il s'agit d'une animation. Au départ, c'est l'image de la rue qui était projetée, puis la projection s'anime pour simuler l'élévation. Et quand Mando sort, c'est l'image du bar qui est projetée. Pedro Pascal n'a pas bougé, il est ressorti exactement par là où il était entré. Pour que ça fonctionne, il fallait mettre au point toute une chorégraphie pour les figurants qui interpréteraient les clients du bar. Souvenez-vous, c'est le même espace de tournage du début à la fin. Donc les clients sont déjà là au début du plan, ils sont simplement cachés hors champ ou derrière des piliers dans le décor. Pendant que Mando est dans l'ascenseur, il se précipite sur le plateau pour prendre position tandis que les accessoiristes installent de nouveaux éléments de décor. C'est un ballet fascinant à observer, comme un tour de passe-passe en direct. L'idée d'un tel plan trottait dans la tête de Jon Favreau depuis la saison 1, mais la technologie n'était pas encore là, et puis il n'y avait pas vraiment de scène qui s'y prêtait. Donc là on voit que c'est tourné avec une caméra digitale, c'est plus tourné en 35 mm pellicule, ça c'est fini. Donc on distingue pas bien la caméra, mais je soupçonne que ça soit une Alexa 65. À voir, à préciser. En tout cas, c'est une belle caméra. Ils ont du très beau matos. Dans la série, on a déjà Jabba le Hutt, qui est dans la meilleure version qui a été faite depuis Jabba le Hutt en vrai. Parce que toutes les reprises de Jabba qui ont été faites pour La Menace Fantôme et pour les éditions spéciales des 3 premiers films, Jabba le Hutt était très très mal modélisé et dans La Menace Fantôme aussi. On le voit que 2 minutes, mais ça a pas de sens. Et notamment la scène coupée aussi dans Star Wars où Harrison Ford, donc Han Solo, parle avec Jabba le Hutt. Et celui-là, il est vraiment pas réussi en 3D. Et là, vraiment, ils ont réussi à faire quelque chose d'approchant la réalité de la poupée de 1977. Et donc voilà. Alors, comme un joueur de jeux vidéo qui se déplace dans un environnement avec le décor qui s'adapte au fur et à mesure des changements de direction. Exactement, c'est une technologie très différente de ce que nous utilisions pour un environnement 3D destiné à être intégré dans les images elles-mêmes. Stagecraft nous permet de faire plus en plus de choses, mais la grande limitation, ce sont les scènes en extérieur en plein soleil. Ça fonctionne s'il y a un obstacle entre le ciel et les personnages et que la lumière est filtrée, mais si l'action se passe directement sous les rayons du soleil, ça ne passe pas. Les LED ne peuvent pas éclairer le décor avec la même puissance que le soleil. Même sur un tournage normal, avec un fond bleu et des projecteurs traditionnels, c'est incroyablement difficile de simuler la lumière du soleil. Cela se ressent tout de suite dans l'image finale. La solution consiste à sortir du plateau et à tourner en extérieur.
Sur la série Star Wars, nous construisons des portions de décor sur le parking du studio et nous avons un fond bleu tout autour à 360 degrés. Ça nous permet d'avoir la bonne lumière. Ensuite, on ajoute l'environnement 3D en post-production. Voilà. Donc voilà comment ils ont fait les effets du Stagecraft et qui va bientôt être répandu, j'en suis sûr, dans tous les effets spéciaux, tellement les images sont naturelles et bien faites. Et donc, quand on voit Boba Fett face à une mare de sable, il est lui aussi dans le parking du studio. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons retourné aux origines de Star Wars pour créer cet environnement. Nous nous sommes souvenus que pour le retour du Jedi, George Lucas avait filmé Tatooine dans un désert de l'ouest des États-Unis. Nous avons donc envoyé notre photographe maison au même endroit pour qu'il photographie ces paysages sous tous les angles en haute résolution et en HDR. Ces images ont ensuite été assemblées dans un environnement 3D afin de servir d'arrière-plan. Le but de Stagecraft est de générer des plans VFX en direct, avec les acteurs intégrés dans le décor 3D, sans qu'aucun effet visuel ne soit nécessaire a posteriori, mais dans la pratique, quelle proportion de ces plans est conservée sans que l'arrière-plan ne soit remplacé. On garde environ 80 à 90% de ces plans pour le montage final. Notre but est d'en conserver le maximum. C'est la raison d'être du Stagecraft. Par conséquent, tout ce qui est fait pour avoir un taux de réussite maximal. Lorsqu'on doit remplacer le décor projeté, c'est le plus souvent parce que le plan est trop large pour pouvoir être créé par le volume de LED. Sur le plateau, la caméra peut reculer jusqu'à une certaine limite, mais après il faut recourir aux effets visuels. L'autre raison, ce sont les effets interactifs dans les scènes d'action. Sabre à laser, tir de blaster, etc. Tous ces effets lumineux doivent avoir un impact visuel sur l'environnement, et donc nous plaçons un fond bleu derrière les acteurs, et le décor est ajouté en post-production avec les animations adéquates. Voilà, donc ils ont trouvé cette méthode de tournage et c'est assez révolutionnaire, mais il y a quand même des scènes en extérieur. Comme ils expliquent, c'est la limitation des lumières d'aujourd'hui. Il n'y en a aucune qui peut reproduire la même puissance que le soleil. Et donc, il y a encore moins des LED, même s'il y a des LED très lumineuses, elles sont moins lumineuses que le soleil. Donc ils ont pris le parti de filmer en extérieur. Alors, on voit une photo du rig caméra, on voit bien qu'ils sont dans le désert. Mais ils ont tous des gilets, c'est qu'ils ne doivent pas faire si chaud que ça. Voilà. Donc là, on parlait surtout du Stagecraft, dont j'ai déjà parlé une première fois. Donc je vous rappelle, c'est quoi? C'est des murs LED en très haute résolution qui fonctionnent avec un moteur de jeu vidéo qui s'appelle Unreal Engine. Et on peut voir des démos, vous tapez Unreal Engine 5 dans YouTube et vous allez tomber sur les vidéos de ce que peut faire ce moteur de rendu en temps réel, contrairement à tout ce qui se faisait avant qui n'était pas en temps réel. Et ben, c'est une grande avancée. Et là, les réalisateurs peuvent voir en direct ce que ça donnerait à la fin. C'est du with we, comme on dit. What you see is what you get. Ce que tu vois est ce que tu auras. Et vous vous rappelez du Rancor, on a le retour du Jedi. Le Rancor, c'est cette énorme bestiole que doit battre Luke pour sauver sa peau. Et il arrive à le tuer. Et là, comme ça se passe juste après, et des Rancors, il y en a plusieurs,
il y a Boba Fett qui se fait attraper par un rancor. Et l'acteur était assis sur une tête animatronique qui était ensuite remplacée par une tête en 3D. Et c'est pour ça que les mouvements sont parfaitement retranscrits. Et pour réel encore, nous avons scanné la marionnette originale. Donc ils ne pouvaient pas faire mieux. Ils auraient dû faire ça pour Boba Fett aussi. Mais à l'époque, les scanners coûtaient très cher et n'étaient pas en très haute résolution. Maintenant, on y arrive, même sans scanner, à de la très haute résolution avec la photogrammétrie. Si ça vous intéresse, je ferai un épisode sur la photogrammétrie. C'est ce qui permet, en prenant des photos sous tous les angles, de créer la version 3D de l'objet pris en photo et pouvoir l'utiliser dans un logiciel tel que Unreal ou d'autres moteurs de rendu comme RenderMan. C'est le moteur de rendu de Pixar qu'il est utilisé sur tous ses films depuis Toy Story. Et beaucoup de blockbusters. Les Avengers, c'est rendu avec RenderMan. La plupart des gros blockbusters sont rendus avec RenderMan. Mais RenderMan, c'est pas du calcul en temps réel, c'est du calcul différé. C'est-à-dire on presse un bouton et on attend un certain temps avant que l'image s'affiche. Ça se réduit de plus en plus. Maintenant que la puissance des ordinateurs est telle que ça se réduit de plus en plus, surtout les cartes graphiques. Et ils arrivent à recréer presque en temps réel maintenant les effets 3D. Il n'y a que pour les explosions et la fumée et le feu où ça demande plus de temps de calcul. Tout ce qui est effet volumique, c'est assez gourmand en calcul. C'est pour ça que c'est pas un rendu tout à fait temps réel, c'est un rendu pré-calculé en fait. Et il y a des films où c'est arrivé qu'il y ait 100 heures dans Matrix par exemple. Il y avait des plans où il y avait plus de 100 heures de rendu pour chaque image. Et il a 24 images par seconde, vous imaginez? Donc ça fait beaucoup. Voilà ce que j'ai à dire. Donc Boba Fett, c'est le personnage dans le troisième Star Wars qui se fait attraper aussi. C'est pas un mercenaire, mais comme on dit, un chasseur de primes. Et il travaille pour Boba Fett, mais il s'est fait attraper. Et il veut le jeter avec les autres. Et il tombe dans le trou. Il se fait avaler et là débute. Donc ça c'était dans le retour de Jedi. Et ça c'est dans le livre de Boba Fett. Voilà. Bon bah c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si vous intéresse que je fasse d'autres vidéos Star Wars, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et j'essaierai de faire ce que vous m'avez demandé. Allez, c'est parti, je vous dis bonne soirée.